nous sommes confrontés à une forme clinique de diabète qui est déroutante, qui est difficile à classer, parce qu'elle tient à la fois du diabète de type 1 et du diabète de type 2. Elle tient du diabète de type 1 de par son mode d'installation qui est brutal, marqué par une cétose, et du diabète de type 2 de par son terrain de survenue et son évolution vers une rémission de l'insulinothérapie initiale, c'est-à-dire vers l'arrêt de l'insulinothérapie. Cette rémission est prolongée et peut durer plusieurs années. Elle est différente de la lune de miel du DT1. La lune de miel du DT1 est brève, elle dure environ 2 ans. En plus de ça, la lune de miel du DT1 est d'autant plus probable que la cétose n'existe pas au démarrage du diabète. Donc ce sont deux rémissions quand même qui sont déjà au prime abord différentes. Donc la présentation de ce diabète cétosique est assez atypique et d'après les résultats de plusieurs études, donc l'âge de survenue est autour de la quarantaine. La prévalence de ce diabète est 2 à 3 fois plus importante dans le sexe masculin. À titre informatif, le DT1, le sexe ratio dans le DT1 cétosique est de 1. Donc le début du diabète... Pardon, il y a un problème. Ok. Alors le début de ce diabète est brutal, est marqué aussi par une symptomatologie cardinale qui est très bruyante, avec une perte de poids moyenne supérieure à 10 kg, et la cétose est d'allure spontanée, il n'y a pas de facteur déclenchant décelable à cette cétonurie. Et cette sévérité du début, la sévérité de ce tableau, requiert ou demande une réanimation hydroélectronique et insulinothérapie par voie intraveineuse. Puis par la suite, l'évolution sous traitement se fait rapidement vers un équilibre glycémique satisfaisant sous insulinothérapie sous-cutanée. Quelques jours à cause des hypoglycémies répétitives. Et le patient est considéré comme entré en rémission. Cette rémission est confirmée 3 mois après l'arrêt de l'insulinothérapie lorsque le patient a une HbA1c inférieure ou égale à 7% sous uniquement mesures hygiénodiététiques et antidiabétiques oraux. La prévalence de ce diabète est peu précise car évaluée souvent sur des séries hospitalières, mais aussi parce que ce diabète est rarement reconnu comme une entité distincte pour qu'on s'y intéresse particulièrement. La population subsaharienne, 42 à 64% de la population subsaharienne à Paris entrait en rémission après une cétose inaugurale insulinée au début. 20 à 50% des Afro-Américains et Hispaniques qui étaient cétosiques au début du diabète auraient des diabètes à tendance cétosique. Et cette fréquence est faible en Asie et en Europe, et le diabète à tendance cétosique représenterait 10% de toutes les cétoses. L'histoire du diabète à tendance cétosique a débuté à la fin des années 60, lorsque des rapports sont apparus en Afrique de l'Ouest, des rapports qui parlaient déjà d'un diabète intermédiaire entre le DT1 et le DT2, ou un diabète réversible qui changeait de type et qui passait du type 1 vers le type 2. Dans les années 70, ce même diabète a été rapporté au Nigeria et en Tanzanie comme étant un diabète cétonurique qui était insulinodépendant au diagnostic et qui ne l'était plus par la suite et qui était dénué d'anticorps anti-pancréas. Dans les années 80, on a eu les premières publications sur ce diabète atypique chez des adultes jeunes noirs américains qui étaient insulinés au début de leur diabète et chez qui l'insuline était arrêtée très rapidement. Par la suite, dans les années 90, on a eu les premières études bien documentées, donc réalisées par Banerjee, chez des adultes jeunes habitant tous une avenue à New York qui s'appelle avenue Flatbush, d'où l'appellation également de diabète Flatbush. Le DSATC s'appelle également diabète Flatbush. Par la suite, ces dernières années, donc, ce diabète a été rapporté un peu partout, dans tous les groupes ethniques, dans la population japonaise, chinoise, hispanique, européenne. Et récemment, il y a eu des études qui ont été menées en Côte d'Ivoire par le CRU, en Tunisie par M. Harazallah et Chihawi, et au Maroc aussi, il y a des dossiers cliniques qui ont été publiés par Chadli et Belhadi.
Donc, à notre tour, nous avons mené une étude descriptive et analytique pour essayer de décrire le devenir métabolique et thérapeutique à long terme. Et on a aussi essayé d'identifier certains facteurs au moment du diagnostic qui pourraient être prédictifs de l'évolution de ce diabète. Et bien sûr, on a essayé de répondre aux deux grandes questions dont on a parlé à l'introduction. 107 patients ont été concernés par cette étude. C'est des patients qui ont eu leur diabète cétosique entre 1991 et 2007. Tous les patients ont été revus en 2011 et on a appelé cette étape l'étape d'inclusion. C'est là où on les a inclus dans l'étude. Le DS7-EC ou le diabète à tendance cétosique représente 33,7% des cétoses dans notre étude. Bon, les paramètres biologiques qui ont été analysés, donc au diagnostic, c'est la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, mais ce qui est important, c'est que nous avons dosé le peptide C à T0, le peptide C à 6 minutes après stimulation glucagonique dès le début de la rémission, dès l'arrêt de l'insulinothérapie. Et à l'inclusion également, nous avons redosé le peptide C à jeun et à T6 minutes sous glucagon, et on a dosé les anticorps anti-GAD. Quelles sont les caractéristiques cliniques, biologiques, thérapeutiques de ce diabète au moment du diagnostic? Dans notre étude, donc, la majorité des patients étaient de sexe masculin. Ils avaient un âge moyen de 37 ans. Toutes les tranches d'âge sont représentées, mais 75% des patients ont eu leur diabète après l'âge de 30 ans. L'IMC moyen est de 24,5 kg par mètre carré. Il est certes dans les normes, mais vous voyez quand même que 50% des patients sont soit en surpoids, soit en obésité au moment de l'éclosion de ce diabète. Et les patients qui ont eu leur diabète avant l'âge de 30 ans sont significativement plus minces que ceux qui l'ont eu après l'âge de 30 ans. Pour l'IMC antérieur au diagnostic, il est en moyenne de 29 kg par mètre carré. Donc nos patients, 80% de nos patients étaient soit en surpoids, soit en obésité avant la découverte de leur diabète. Et vous voyez aussi que ceux qui ont eu leur diabète avant 30 ans étaient en normopoids avant leur diabète. Les antécédents familiaux ont été retrouvés dans 65% des cas et le diabète y est majoritaire. Ceux qui ont eu leur diabète avant l'âge de 30 ans avaient plutôt des diabétiques de type 1 dans leur famille. Ceux qui ont eu leur diabète après 30 ans avaient plutôt des diabétiques de type 2 dans leur famille. La glycémie et l'hémoglobine glyquée reflètent un profond déséquilibre glycémique au moment du diagnostic. 90% de nos patients avaient une glycémie supérieure à 3 grammes. Donc la première étape du traitement initial était la réduction de la cétose. Celle-ci a été obtenue avec en moyenne 4 bolus. Je rappelle que le bolus équivalait à 10 unités d'insuline ordinaire. On a travaillé avec l'insulinothérapie discontinue. Et 70% de nos patients ont nécessité moins de 5 bolus pour la négativation de cette cétose. Par la suite, l'équilibre glycémique a été obtenu très rapidement avec une dose moyenne de 0,6 unités kg. Puis par la suite, les patients sont entrés en rémission. Le temps moyen d'obtention de la rémission est autour de 17 jours. Ceux qui ont eu leur diabète à moins de 30 ans sont entrés en rémission au bout du 21e jour. Ceux qui ont eu leur diabète après 30 ans sont entrés en rémission au bout du 16e jour. L'évaluation de la sécrétion pancréatique au début de la rémission, donc dès l'arrêt de l'insulinothérapie, montre que la réponse est normale, que ce soit à T0 ou après stimulation glucagonique, reflétant la récupération du fonctionnement bêta-cellulaire très rapidement après cette cétose. Donc à l'issue de l'hospitalisation, aucun de nos patients, comme vous le voyez, n'a gardé l'insuline et 70% étaient traités par metformine. Donc déjà, au terme de cette analyse, au moment du diagnostic, on voit que la population n'est pas homogène et que l'âge de survenue nous permet d'individualiser deux sous-groupes différents, déjà les moins de 30 ans et les plus de 30 ans. Que sont-ils devenus ces patients? Donc, on les a revus entre 4 et 20 ans après leur cétose inaugurale. Voilà, donc après une évolution moyenne de 8 ans et demi, l'IMC est comparable qu'au moment du diagnostic et au moment de l'inclusion, mais on a plus de patients en surcharge pondérale et moins de patients en maigreur. Ce qui est important à noter ici, c'est la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique n'a été retrouvée que chez 6,5% des patients après 8 ans et demi d'évolution. À titre comparatif, dans une série algéroise,
2014, la rétinopathie a été retrouvée dans 61,3% après 9 ans d'évolution. Donc nous pensons que cette fréquence basse témoigne des bienfaits de la rémission qui diminue l'exposition chronique au glucose et diminue l'hyperglycémie ambiante, prévenant ainsi le développement des complications micro-angiopathiques. Quand on a revu nos patients 8 ans et demi après, l'hémoglobine glyquée moyenne était autour de 7%. 62% de nos patients avaient une hémoglobine glyquée moins de 7. 52% avaient une hémoglobine glyquée moins de 6,5. 30% de nos patients avaient une hémoglobine glyquée dans les normes. Pour ce qui est du paramètre immunologique, le dosage des anticorps, les anticorps ont été retrouvés à 10,3%. La forte positivité des anticorps a surtout été retrouvée chez les patients qui avaient fait leur diabète avant l'âge de 30 ans. Cette positivité décroît avec l'augmentation de l'âge au moment de survenue du diabète. Le peptide C à l'inclusion est significativement plus bas qu'au moment du diagnostic. Ceci reflète la dégradation de la fonction bêta-cellulaire au fil du temps. Mais remarquez ici que ceux qui ont eu leur diabète après 30 ans ont 2 fois plus de peptide C que ceux qui ont eu leur diabète avant l'âge de 30 ans. Quand on les a revus, nos patients, 41,1% étaient uniquement sous mesure hygiéno-diététique et plus ou moins ADO, avec une hémoglobine glyquée autour de 6. 58,9 étaient insulinés. 90% des patients qui ont été insulinés, c'est ceux qui ont eu leur diabète avant l'âge de 30 ans. Et puis, on a 3 patients qui ont gardé les mesures hygiéno-diététiques et ils ont 20 ans, 11 ans, 6 ans d'ancienneté. Nous avons jugé utile aussi de comparer les deux groupes, le groupe auto-immun et le groupe non auto-immun, les A+, et les A-, si on les a appelés ainsi. Donc, dans le groupe A+, le groupe auto-immun, eh bien, l'âge de survenue du diabète est beaucoup plus faible, plus jeune, l'IMC est plus faible, les antécédents familiaux de maladies auto-immunes sont plus fréquentes, le délai d'obtention de la rémission est plus long, la durée de la rémission est plus courte et le test au glucagon n'est positif que dans 1/3 des cas comparé au groupe qui n'avait pas d'anticorps anti-GAD positifs. Nous avons essayé aussi de comparer les patients qui ont conservé une sécrétion bêta-pancréatique et ceux qui ont altéré leur sécrétion bêta-pancréatique. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est de voir l'évolution du peptide C selon la durée du diabète dans le groupe B- et dans le groupe B+. Dans le groupe B-, chez les gens qui ont altéré leur sécrétion insulinique, eh bien les taux bas de peptide C et effondrés dans les diabètes jeunes, le reste, quelle que soit la durée du diabète, comme si cela se passait chez un diabétique de type 1. Dans le groupe B+, les taux élevés de peptide C dans les diabètes récents décroît avec la durée du diabète, comme si cela se passait chez un diabétique de type 2. Voilà donc les patients qui sont en rémission ont 7 fois plus d'anticorps que les patients qui sont restés en rémission. Nos patients en rémission, ceux qui sont sous mesure hygiéno-diététique et ADO, donc majoritairement, sont tous traités par metformine en monothérapie. On a calculé le taux de la rémission dans notre série par la méthode de Kaplan-Meier et qui a montré que 70% de nos patients étaient toujours en rémission à 5 ans de diabète et que 30% le seront à 10 ans de diabète. En fait, en combinant le profil immunologique et le profil hormonal, c'est-à-dire en combinant les anticorps anti-GAD et le peptide C, on aboutit à 4 sous-groupes. 4 sous-groupes sur lesquels la classification AB de Maldonado s'est basée. Donc, je vais vous la montrer. Donc, cette classification AB, c'est A pour antibody et B pour la sécrétion bêta-pancréatique. Donc, les 4 sous-groupes sur lesquels on débouche, en fait, en combinant ces deux facteurs, A plus B-, A plus B+, A moins B-, A moins B+. Donc le groupe A plus B-, c'est le groupe des patients qui ont des anticorps positifs mais qui ont altéré leur sécrétion bêta-pancréatique. Le groupe A plus B+, c'est des patients qui ont un diabète auto-immun mais qui ont conservé une certaine sécrétion bêta-pancréatique. Le groupe A moins B-, c'est des patients sans anticorps mais avec fonction bêta altérée. A moins B+, pas d'anticorps, fonction bêta conservée. Dans notre étude, donc le groupe A-B+,
est le groupe majoritaire et il représente 75% de tous les patients. Les diabètes auto-immuns, quant à eux, représentent 10,2%. Intéressons-nous à ce diabète, à ce groupe de diabète donc majoritaire. Donc ici, les patients sont les plus âgés au moment du diagnostic. C'est les patients qui étaient les plus gros avant la survenue du diabète. C'est ceux qui étaient les plus gros au moment de l'éclosion du diabète. C'est le seul groupe qui avait des patients obèses au moment du diagnostic du diabète. C'est le groupe qui a le meilleur équilibre glycémique à l'inclusion, donc quand on les a revus après des années d'évolution. Et tous les patients qui sont en rémission appartiennent à ce groupe majoritaire A-B+. Donc voici, notre étude a été enrichie de 36 autres patients, elle fait partie des grandes séries. Je voulais juste préciser que les études qui ont évalué le devenir du DSATC sont un petit peu rares. Il y a celle de Banerjee et la nôtre. Les autres ont étudié plutôt les particularités cliniques, biologiques, thérapeutiques au moment de l'éclosion du diabète et non pas après. Voilà, donc la fréquence du DSATC dans notre étude a été retrouvée à 33,7%. Cela est comparable dans les autres études. Il en est de même pour l'âge, pour les antécédents familiaux du diabète. Et les antigades ont été retrouvés à 10,3%, comme dans des études américaines, coréennes et françaises. Donc, en fait, les patients avec diabète à tendance cétosique représentent un groupe hétérogène, tant sur le plan clinique, immunologique, hormonal. Et ce groupe est constitué de 4 formes de diabète différents, comme vous le voyez, donc au minimum. Nous avons le groupe A+, B-. Le groupe A+, B- est représenté par des patients qui sont jeunes, qui ont eu leur diabète avant l'âge de 30 ans, qui ont nécessité de fortes doses d'insuline pour la négativation de leur cétose, qui ont une durée de rémission qui est courte. Eh bien, toutes ces particularités sont évocatrices d'un diabète de type 1 auto-immun, tel défini par la classification de l'ADA de 99, mais la classification AB de Maldonado propose de l'appeler DSATC type 1A ou KPD type 1A. Le groupe A+, B+, c'est aussi un diabète auto-immun. C'est un groupe qui est difficile à classer, c'est un diabète qui évoquerait un type LADA, mais les cétoses, on sait pertinemment que les cétoses dans le LADA sont rares. Néanmoins, il y a une étude française donc, qui a documenté cette cétose. Cette cétose est due à un processus auto-immun moins agressif que dans le DT1 et serait due à des altérations fonctionnelles sans destruction massive de la cellule bêta pancréatique. Et la classification AB de Maldonado propose d'appeler ce diabète DSATC type 2A ou KPD type 2A. Le groupe A-B- est un syndrome complexe, hétérogène, avec divers mécanismes non humains de destruction de la cellule bêta qui conduisent tous à la cétose. Donc ce groupe A-B- comprend les diabètes de type 1 idiopathiques, comprend les maudits à début brutal, comprend le diabète par cytopathie mitochondriale sévère et comprend les diabètes de type 2 à dégradation précoce de la cellule bêta. La classification de Maldonado propose de l'appeler DSATC type 1B, KPD type 1B. Le sous-groupe A-B+, qui est le sous-groupe le plus important, que ce soit dans la littérature ou dans notre groupe, ce sous-groupe pourrait être un sous-type du diabète de type 2, du fait de la fréquence de la rétinopathie, même si c'est pas très important, elle n'est pas très importante, et du syndrome métabolique aussi à l'inclusion. Le Maldonado propose de l'appeler DSATC type 2B ou diabète type 2 à tendance cétosique. Donc, en conclusion, le diabète sucré à tendance cétosique n'est pas une entité nouvelle, comme décrit dans plusieurs articles, mais c'est une entité quand même qui est bien réelle, de plus en plus rapportée dans la littérature, et à laquelle peuvent être confrontés les praticiens qui prennent en charge les diabétiques. Le diabète à tendance cétosique correspond donc à différents diabètes qui ont en commun un mode de révélation brutal sous forme d'une décompensation cétosique. Et dans la forme la plus fréquente, a un phénotype qui rappelle celui du DT2.
La prise en charge et la gestion des patients qui présentent un DSATC doit tenir compte de son caractère très hétérogène. La méconnaissance de cette forme de diabète pourrait conduire à une confusion dans la thérapeutique avec une prise en charge erronée. Il est important de se baser, si possible, sur le dosage du peptide C et la recherche des anti-GAT pour guider la prise en charge ultérieure et éviter la confusion thérapeutique. La classification AB permet une approche rationnelle dans le DSATC. Elle conduit à une prise en charge adéquate, évite l'insulinothérapie trop agressive et maintenue de façon abusive pendant plusieurs années. Elle permet une surveillance adaptée pour chaque patient. Mais enfin, l'un de nos objectifs était aussi d'identifier ou d'essayer d'identifier d'éventuels facteurs qui étaient notés au moment du diagnostic et qui pouvaient être prédictifs de l'évolution ultérieure de ce diabète. Donc avec ce modèle de Cox, qui est une méthode de régression multivariée, on a pu arriver à une fonction prévisionnelle qui implique des facteurs qui ont une valeur prédictive significative, mais pas absolue. Donc on a essayé de faire cette perspective. Donc, en l'absence d'un bilan hormonal et en l'absence d'un bilan immunologique, certains facteurs au moment du diagnostic peuvent prédire de l'évolution ultérieure de ce diabète. Donc, tout patient qui a eu sa cétose avant l'âge de 30 ans, son IMC était inférieur à 25 au moment du diagnostic, qui était normal avant l'éclosion du diabète et qui a nécessité de fortes doses d'insuline pour la réduction de la cétose, eh bien, tous ces facteurs présagent d'une rémission très courte ou un passage précoce à l'insulinothérapie. A contrario, les patients qui ont eu leur diabète après l'âge de 30 ans, qui ont un IMC supérieur à 25 au moment du diagnostic, qui étaient en surcharge ou qui étaient obèses avant le diagnostic, qui ont des antécédents familiaux d'obésité, qui ont nécessité moins de 3 bolus pour la réduction de la cétose, qui ont obtenu leur rémission de façon très rapide, eh bien tous ces facteurs présagent d'une rémission prolongée pour ces patients. Ceci est un grand intérêt pour le clinicien qui est confronté à ce DSATC au moment de son diagnostic. Et je vous remercie.